Florence, qui est pépiniériste à Planguenoil, Herbarius, nous a préparé, et vous allez pouvoir l'écouter tout de suite, donc une conférence sur la vigne en Bretagne. Voilà, à toi Florence. Merci. Bien, bonjour. Bonjour. La vigne en Bretagne, alors ça paraît un petit peu incongru, hein, puisqu'on est resté encore dans un secteur où la vigne n'est pas encore très omniprésente, mais avec le réchauffement climatique, on peut éventuellement planter de la vigne en Bretagne. Et il y en a déjà, d'ailleurs, il y en a beaucoup au niveau individuel, hein, qui ont planté dans des conditions d'ensoleillement maximum. Ça se fait très très bien. Donc là, vous avez ici un muscat de Hambourg que j'ai chez moi, hein, qui est, voilà, vous voyez, le mûrissement est un mûrissement un petit peu échelonné. Vous avez des baies qui sont mûres avant les autres, donc je le cueille un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Si vous avez des téléphones portables, si vous pouvez faire attention à les... Voilà. Voilà, donc oui, alors ça paraît incongru, en même temps, vous voyez, j'ai retrouvé 350 noms de lieux seulement en Ille-et-Vilaine, rappelant qu'il y avait des vignes dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose quand même. Hein. Donc voilà. Ah, ça se... D'accord, vous l'avez mis en point... Bon. Ce que tu m'as dit. Ouais, ouais, c'est sinon, on peut changer, on peut mettre en PowerPoint. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va faire comme ça, c'est bien. Alors, si on commence au point de vue botanique, la vigne, c'est un nom vernaculaire, c'est-à-dire que c'est un nom, je dirais, local, qui veut dire tout et rien. Hein. Quand on parle de la vigne, on sait en général de quoi on parle, mais quand on parle, par exemple, de vigne vierge, c'est quelque chose de complètement différent. Hein. Donc, il y a plusieurs sortes de vignes. La vigne qui nous intéresse, c'est Vitis vinifera, et les différentes variétés, c'est ce qu'on appelle des cépages. Voilà. Donc une plante qui est une plante grimpante, hein, si on la laisse, elle a un développement important, hein, et elle peut grimper très très haut. Là vous avez la lambrusque qui est la vigne, je dirais sauvage, qui est à l'origine des autres vignes que nous avons. Alors la lambrusque n'existe pas dans notre flore, en tout cas des Côtes-d'Armor. Elle existe plus bas en France, et la lambrusque est à l'origine des autres vignes que nous avons. Donc une plante grimpante, une plante caduque, c'est-à-dire que le feuillage ne reste pas en hiver, hein, et possédant des vrilles qui lui permettent de s'accrocher au support. Cette vigne, hein, cette vigne cultivée, et quand on le cultive, eh bien, on va tailler la vigne parce qu'elle a un développement trop important. Une fleur, donc, alors la feuille est une feuille un peu spéciale, à nervation palmée. C'est-à-dire qu'en fait, la feuille, toutes les nervures partent de là comme une paume de la main, hein, et elles vont partir comme ceci. Hein, et vous avez donc 5 lobes. Une fleur qui en fait n'est pas une fleur, mais une inflorescence, c'est fait d'une multitude de petites fleurs, groupées en grappes. Hein, donc le fruit va bien être une grappe, la grappe de raisin. La grappe va avoir plusieurs colorations différentes, hein, selon le cépage. Et dans la graine, ce sont les pépins. Certaines variétés d'ailleurs sont sans pépins, hein, surtout les vins de table. Voilà. La fleur demande à être pollinisée par un insecte? Alors la fleur, très bonne question. Eh bien, écoutez, je pense que je ne sais pas. Ah ouais. Oui, c'est une bonne question. Oui, je ne sais plus. Je ne me suis pas interrogée. En principe, non. En principe, non, hein, c'est bien ça, hein, parce que je n'ai pas vu d'assez. C'est le vent qui l'a fait alors? Non, c'est pas une. Non, c'est une autopollinisation. Auto-fertile, un peu comme la tomate. Voilà. Sauf quelques cépages, je crois, qui ont besoin. Ah oui, ils sont très rares, mais je ne connais pas. Ouais, d'accord. Donc la fleur est un stade très très fragile chez la vigne, puisque quand vous avez une attaque de mildiou à ce moment-là, c'est irrémédiable. Pareil, quand la plante est en fleur, qu'il y a un gel tardif, c'est pareil, c'est irrémédiable. Cette année, je sais que en Maine-et-Loire, ils ont eu un gel tardif, et il y a certains cépages qui sont complètement annihilés, même s'il y a un très bel été, ils n'ont rien. Les fleurs ont pris un coup de gel, ils n'ont rien. Alors, l'utilisation de la vigne, hein, on parle de la vigne et du vin.
mais il y a beaucoup plus d'utilisation. Donc vous avez le vin qui est donc le vin rouge, le vin blanc. Vous avez toutes les eaux de vie, hein, qui dérivent aussi de certaines vinifications. Le vinaigre, hein, qui en général on met les fonds de bouteille de vin, ou le vin qui n'est pas très bon, on le transforme en vinaigre. L'huile de pépins de raisin, qui est aussi une très bonne huile. Les raisins secs, et puis avec les cèpes de vigne, vous pouvez faire on voit très souvent avec les cèpes, des bâtons de marche. Voilà. Et alors, j'ai voulu vous marquer aussi que la vigne est une plante qui est très très bonne pour la santé. Vous avez ici une vigne un petit peu plus rare que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. C'est une vigne qui est médicinale, Vitis vinifera variété tinctoria. Elle est médicinale mais en même temps tinctoriale, c'est-à-dire qu'elle teignait les tissus, elle servait à la teinture. Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, alors que quand vous avez des problèmes de jambes, par exemple, de jambes lourdes, en pharmacie, on trouve tout de suite, si vous demandez de la vigne rouge, chez les pharmaciens, ça paraît très très simple. Et je pensais que les plants étaient faciles à trouver, et j'ai mis quelques années à le trouver. Donc là, ça y est, maintenant, vous voyez, j'ai un plant qui est très très beau, et qui donne une grappe extrêmement serrée avec des petits raisins, très difficile, très amer, hein, il y a beaucoup d'amertume, et une vigne rouge, très très rouge, et c'est particulièrement les anthocyanes qui sont dedans, c'est-à-dire les pigments rouges, qui vont être favorables au capillaire veineux. Oui. C'est pas que chez les pharmaciens, mais il y a des tisanes de vigne rouge. Oui, c'est ça, mais... Oui, mais vous avez des pharmaciens. Ah, j'ai dit pharmacien parce qu'on la trouve en pharmacie, mais effectivement, oui, on peut la trouver aussi... dans les biocopes, par exemple. Dans les biocopes, tout à fait, exact. Donc la vigne alcalinisait le milieu, et vous savez qu'aujourd'hui, les médecins, les cancérologues disent que quand le milieu est acide, c'est-à-dire quand on mange trop de sucre, quand on mange gras, ce sont des milieux favorables au cancer, parce qu'on fait tous les jours, hein, on a des cellules qui divaguent un petit peu, qui ne font pas exactement ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'il y a des mitoses, elles se développent, elles se multiplient, et elles font des erreurs. Et normalement, celles-là, il y a des petits nettoyeurs dans l'organisme qui vous éradiquent ces cellules-là. Et puis, ça passe comment dirais-je, enfin, ça passe une fois, deux fois, trois fois, il y a 4 ou 5 vérifications, et si ça passe toutes les vérifications, eh bien on peut développer un cancer. Ils disent que les milieux acides de l'organisme sont favorisants. Et la vigne est un milieu, enfin est une plante qui alcalinise le milieu. Vitamine B aussi pour le système nerveux, vitamine P, les fameux anthocyanes, donc ces pigments rouges hein, qui favorisent la microcirculation veineuse, le potassium diurétique, les polyphénols, et c'est un antioxydant, c'est-à-dire un anti-vieillissement. Donc la vigne, si vous l'utilisez à bon escient, est une très très bonne plante pour la santé. Alors, où planter une vigne? S'il vous vient l'idée de planter une vigne, la première chose à savoir, c'est que la nature du sol est primordiale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de stagnation d'eau, c'est-à-dire qu'il faut un sol filtrant. Il vaut mieux un sol caillouteux, par exemple, qu'un sol lourd. Par contre, alors, dans une terre à blé, par exemple, on a vu de très très beaux vignobles. Mais il faut que le sol soit filtrant. Il ne faut pas de stagnation d'eau l'hiver. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, vous voyez ici sur la photo, là, un sol un peu caillouteux. Moi, chez moi, j'ai un sol comme ça. J'ai la Roche-Mère qui est juste au-dessous. Et je dois dire que j'ai planté quelques plants de vigne. Les premiers sont des plants de vigne de table. Et ils sont très très beaux et ça se passe vraiment très très bien. Le deuxième facteur important, c'est l'ensoleillement. Alors c'est ce qui nous manquait jusqu'à maintenant, enfin ces dernières années, le fameux ensoleillement. Mais avec les beaux étés que nous avons eus comme cet été, il y a un ensoleillement qui est vraiment très important. Et je suis allée visiter la vigne à Saint-Suliac. Là j'ai goûté le premier, le vin là, qui était en train de se faire. Et très sucré, ils étaient à 13, c'est énorme. Et cette année, là, je me suis renseignée, en Anjou, c'est pareil, hein, ils ont des degrés, là, ils sont tous à 13, c'est des choses qui ne se voient pas, d'habitude, ils sont à 11, 12, ils ont du mal à relever le degré de sucre qui va donner un degré d'alcool. Et là, vraiment, avec cet ensoleillement, on a vraiment beaucoup de chance,
Et alors bien sûr, il faut planter votre plant de vigne avec un maximum d'ensoleillement. Et on va voir que certaines méthodes de plantation de vigne ne sont pas toujours très très bonnes parce qu'elles vont limiter l'ensoleillement de tout le cep. Voilà. Alors la pluviométrie aussi est très importante. Hein. Il est évident qu'une petite pluviométrie, comme on dit le temps breton, hein, le petit temps breton dont on entend souvent parler et qui existe parfois, ce petit temps breton, c'est tueur pour la vigne puisqu'il va favoriser les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire le mildiou et l'oïdium. Et ça, c'est un des facteurs limitants de la production de vigne. Donc, si vous avez envie d'une vigne, par exemple, tout simplement une vigne de table, plantez là, le long d'un mur. Le long d'un mur, vous aurez beaucoup moins vous n'aurez pas ces petites pluies fines dessus. Hein. Sachant que le mildiou, c'est simple, hein. Il faut 5 heures sur une feuille pour que le spore de mildiou se germe. Hein, 5 heures. Alors ça peut être de l'eau de pluie, mais ça peut être tout simplement une rosée avec une hygrométrie importante. À quelle température? Alors entre 13, ça commence à 13, mais normalement entre 18 et 25 degrés le mildiou. Et il parle de 13 hein, dans les vignobles, j'ai vu ça me paraît un peu bas. Enfin, normalement, c'est entre 18 et 25 degrés. C'est plutôt proche de 25 que de voilà. Oui. Donc, voilà, pluviométrie, une température relativement douce. Hein. Donc, en Bretagne, on a cette température douce qui peut permettre la plantation. Donc, oui, je vous disais, si vous avez un plan de vigne de table, mettez-le vraiment plein sud, contre un mur, et surtout, et s'il y a un temps un peu pluvieux, n'hésitez pas à effeuiller la vigne pour que les feuilles ne se touchent pas entre elles. Hein, j'ai le même problème puisque je produis des tomates et les gens m'appellent en me disant « Oui, j'ai attrapé le mildiou dans ma serre, c'est pas normal. » Je leur dis « Bougez pas, ne touchez à rien, j'arrive. » Parce que j'aime bien voir de mes propres yeux. Ils me disent « Oui, c'est sous serre et vous m'aviez promis que, etc. » J'arrive, alors les plants sont plantés le long de la bâche en plastique. Les feuilles touchent à la bâche. Et je leur dis, mais là, il ne pleut pas dehors. Mais là, pour le mildiou, c'est exceptionnel pour lui. Parce que là, vous avez de l'eau en permanence. Donc là, le mildiou, il a toutes les conditions pour germer. Donc, beaucoup de feuilles ensemble. Hein. On dit souvent, pour les arbres fruitiers, j'ai suivi beaucoup de sessions de taille avec des anciens pour savoir un peu comment tailler les arbres fruitiers. Et il y a une chose qui est revenue souvent, c'est on taille pour qu'un oiseau passe dedans. Et j'ai bien gardé ça. Ça me donne, en fait. Maintenant, j'ai compris le truc. Et dans une vigne, c'est un petit peu pareil. Si c'est trop touffu, le fait qu'il y ait une hygrométrie importante va garder l'humidité et on a non plus de 5 heures et hop, le mildiou passe. D'accord? On va voir qu'en fait, cette maladie-là est assez... c'est l'un des facteurs les plus limitants. Voilà. Alors, le choix du cépage? Alors, vous avez le choix entre des cépages non greffés et des cépages greffés. Alors, les cépages non greffés, c'est ce qu'on appelle les francs de pied. Alors, je vais juste les citer. Hein. Pour les vignes familiales, le franc de pied, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos boutures vous-même. Donc, ça se bouture très très bien, la vigne. Ça se bouture en ce moment, ça se bouture au printemps. Hein, il y en a même qui bouturent dans un verre d'eau, ça va très vite, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait très facilement. Tous les anciens pieds de vigne n'étaient pas greffés, et vous allez voir que donc on va arriver dans les années 1800, on va avoir certaines maladies qui vont faire qu'on va perdre toutes les vignes françaises, et pour les garder, on va faire venir d'Amérique des porte-greffes qui sont résistants, et on va regreffer dessus nos vignes. Voilà. Donc on retrouve parfois en Bretagne des plants de vigne qui datent, vous savez, dans des haies. Hein, il y en a qui connaissent, là, du côté de Saint-Sulliac, là, il y a des plants de vigne qui datent bien avant le phylloxéra et qui ont donc résisté à traverser les époques. Donc ils sont indemnes de maladies. Et donc là, il y en a une à la Madeleine des Charentes qui a été retrouvée dans le coin. Sinon, si vous voulez faire vraiment une plantation de vigne, un vignoble, eh bien, il faudra passer par le greffage, hein, sur des porte-greffes américains. Alors, je vous conseille les plants peu vigoureux, à pousse lente, qui sont beaucoup plus résistants. Hein, je vois, donc je ne me suis pas présentée, hein, je ne sais pas si ça vous intéresse.
En gros, j'ai passé les premières années de ma vie dans les coteaux du Léon, puisque mes grands-parents ont un vignoble là-bas. Et j'ai fait du vélo dans les caves, et dans les odeurs du vin. Et j'entendais toujours que le grand-père avait planté des vignes en 1902, et en 1980, les ceps étaient donnés encore. Alors que mon oncle qui avait repris, qui a repris l'exploitation, mon oncle qui a maintenant plus de 80 ans, a planté des vignes beaucoup plus tard, dans les années 60, et les vignes elles font 15 ans maintenant, vous voyez, parce qu'on demande aux vignes, aux plants de vignes, d'être très productifs, et on ne peut pas tout avoir. Si on a la production, on ne peut pas tout avoir. Donc ils sont effectivement très productifs, mais ils ne tiennent pas dans le temps. Hein. Le bois s'abîme, le bois prend la maladie, et voilà. Donc si vous voulez avoir vraiment quelque chose qui tienne la route, prenez des porte-greffes peu vigoureux, hein, qui sont donc plus résistants. Et dans ce cas-là, vous avez des variétés à proposer parce que... Alors ça, il faut voir pour les porte-greffes. Ah, faut voir avec qui? Il faut voir avec les commerçants. Hein. Ça, je ne fais pas faire de... Mais ça, vous avez plein de commerçants du côté d'Angers, là, vous tapez sur Internet, il faut aller voir sur place, mais déjà, vous savez qu'il faut demander des porte-greffes. On aurait plutôt la tendance à dire un porte-greffe très vigoureux. Magnifiant. Voilà, un porte-greffe peu vigoureux, qui sera donc plus résistant. Voilà, donc ici vous avez un chasselas qui est un cépage de table. Alors en raisin de table, vous avez beaucoup de variétés qui sont proposées. Hein. Perlette, le premier. Le sultanina, les deux premiers sont des variétés sans pépins. Et le dattier de Beyrouth, hein, qui a une peau beaucoup plus épaisse, mais qui est plus résistant peut-être. Ça dépend de la façon dont on le mène. Voilà, en cépage de vin à vigne, vous allez retrouver ces noms qui vont être assez redondants dans les plantations qui sont faites en Bretagne actuellement. Vous avez le chenin blanc, le chardonnay, une deuxième photo, et le sauvignon. Donc ici, vous avez une photo d'un vignoble de vigne qui sont non greffées, qui sont non hybrides, parce qu'elles sont d'avant 1800. Donc elles sont, vous voyez, il reste quelques vignes comme ça, mais elles sont très très rares, mais elles existent. Et dans nos haies, hein, je vous dis, dans les haies, on retrouve quelquefois une vigne qui a été oubliée. Hein. Et ça, c'est les anciens du coin qui connaissent. Non seulement elle a été oubliée, mais elle a résisté à toutes les... Ah ben oui, ça c'est voilà. Ah oui, si elle est encore là, c'est qu'elle a résisté. Ça, c'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est pour ça aujourd'hui, il faut vraiment aller vers des plants, je dirais, anciens, même si on n'a pas trop l'autorisation de... Je fais appel à la résistance civique en gardant ces plants, en se les passant, parce que demain, si ça se trouve, il y aura peut-être encore une autre maladie. Vous allez voir dans l'histoire comment ça s'est passé. Hein. On ne s'attendait pas en 1800, au 19e siècle, à avoir tant d'attaques sur la vigne. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, trouver des variétés qui ont passé les siècles, on sera peut-être très content de retrouver ces variétés. Noah et Isabelle, par exemple, qui ont pas été attaqués? Alors, le Noah, il est passé, oui. Parce que, pour la petite histoire, quand on est allé chercher des pieds américains, on a ramené aussi de la crasse. Ah bah ça. Et pas mal. Oui. Mais la crasse qui est arrivée, le phylloxéra, c'est parce qu'on avait déjà introduit des pieds américains. Voilà. Parce qu'eux, ils avaient déjà la maladie avant depuis très longtemps. Le phylloxéra nous est arrivé directement par les Américains. Oui. Et ensuite, on est allé leur rechercher des porte-greffes résistants parce qu'ils avaient la maladie depuis tellement longtemps qu'ils avaient développé des résistances. Voilà, ben oui. Et ça, c'est le... Et non seulement ça, mais si j'ai bien compris, d'après les documents que j'ai pu lire, l'enracinement est moins important dans les variétés américaines que les variétés originaires de chez nous. Tout à fait, tout à fait. Ils vont beaucoup moins important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les plants nouveaux faits, plantés maintenant, ont une longévité beaucoup moins grande. Et c'est dû à ça, c'est dû à l'enracinement. Donc moins de terroir pour le pinard. Pardon? Moins de goût côté terroir qui joue dans la qualité du vin. Oui. Alors, la conduite de la vigne de table, donc vous pouvez la faire sans taille, enfin vous pouvez l'amener comme vous voulez, hein, elle redevient une liane à ce moment-là, mais il faudra faire une taille de fructification de toute façon, puisque les rameaux de l'année, seulement les années de l'année précédente fructifient. Hein. On supprime les rameaux faibles, et l'été surtout, pour que les grappes prennent bien le soleil, il
il faudra pincer après la grappe à 2 feuilles. Hein. C'est-à-dire que vous avez une grappe et vous pincez 2 feuilles après la grappe. Et on taille les branches sans fruits, 50 cm. On éclaircit et surtout on enlève du feuillage pour que, surtout en fin de saison, hein, pour que la grappe prenne le soleil. Alors les tailles, je vais passer rapidement les tailles parce que là on va, je vois là comment il y a beaucoup d'interventions, Sylvia, mais on va, donc je vais passer la taille, ça c'est quelque chose de très spécifique à la taille de formation, taille de fructification, je vais passer, je fais exprès parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout voir. Ça c'est une plantation d'un vignoble, hein, donc on les plante en ligne. Vous allez voir qu'il y a différentes sortes de plantations, on va le voir tout à l'heure dans les exemples. Il faudra toujours garder un bel équilibre bois, feuilles, fruits. Et ce palissage permet une optimisation de la photosynthèse et surtout une aération des feuilles, toujours dans cette optique de ne pas favoriser le milieu. Alors voilà ces fameuses maladies. Je vous ai mis 5 maladies, je dirais les plus connues, mais la première, la deuxième et la troisième sont vraiment les moins anecdotiques. La première, c'est le mildiou, donc des taches d'huile que vous voyez à la face supérieure de la feuille. Et à la face inférieure, quelques jours après, vous avez un feutrage des conidies, donc c'est tout le développement, hein, c'est tout le développement de la... Je vous passe les détails. Et donc ces conidies vont donner une affection secondaire qui, elle, va être exponentielle et qui va aller très très vite. Et le mildiou, souvent les gens me disent pour la tomate, ah mais mon plan a attrapé le mildiou hier. J'en dis oui, ben, ça fait un moment que ça y est. Parce qu'il y a eu des tâches d'infection primaire bien avant, et après il y a eu toute cette infection extrêmement rapide dans un deuxième temps, dans les 3 semaines. Voilà. Donc le mildiou, et rapidement avec le mildiou, vous allez avoir la feuille noircie tout simplement. Hein. Voilà. Et puis ben, vous avez une très très faible production, voire pas de production si ça atteint les fleurs. L'oïdium, pour l'oïdium, ça vous connaissez, un oïdium on le voit très souvent sur les cucurbitacées. Vous savez, les courgettes surtout, elles ont eu l'oïdium même en plein été, enfin quand il fait sec, même cet été on avait de l'oïdium. C'est un feutrage blanc et vous grattez avec l'ongle et vous avez le champignon qui vient, hein, et ça fait un petit feutrage. Donc pareil, hein, c'est dévastateur. Et le fameux phylloxéra dont on parle beaucoup et qu'on ne voit pas bien sûr, et heureusement. Alors le phylloxéra c'est un insecte qui ressemble à un petit puceron en gros, et qui va se faire en fait, il va forcer la feuille à faire une excroissance, il va se mettre dans cette excroissance et il va faire ses petits dedans, en gros. Et il va dévaster le vignoble à une vitesse grand V. Voilà, donc voilà ce que c'est le phylloxéra et ça vous donne donc cet aspect de bulles, je sais pas, de bulles sous les feuilles. Voilà. La 4e maladie qui est en dessous, c'est inverse, ce qu'on appelle la mineuse de la vigne, hein, c'est l'œdémis, qui a tendance à devenir assez pénible dans les coteaux du Lion. C'est vraiment quelque chose que je connais bien, puisque c'est une vigne que je partage avec la famille. Et donc ça, c'est une maladie qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais il n'y a encore pas très longtemps, il n'y avait besoin de faire aucun traitement animal. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de faire des traitements contre les champignons, mais pas contre des animaux. Et là, avec l'œdémis et l'eutypiose, avec l'œdémis en tout cas, il faut traiter quelquefois et mettre des insecticides ou mettre quelque chose qui permette de traiter contre ces vers. Et enfin, donc l'eutypiose, qui est aussi une maladie qui est récente, hein, et qui tord la vigne en fait. Alors, les traitements. Je ne vais pas favoriser les pesticides, loin de moi, seulement il faut savoir que dans les vignes traditionnelles, il y a de nombreux traitements qui sont faits principalement antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons. Mais ces traitements sont quand même très fréquents. Hein. Et j'ai mis bouillie bordelaise, tout simplement parce que la bouillie bordelaise est permise en agriculture biologique, seulement elle libère beaucoup de cuivre dans le milieu. Et le cuivre est un stérilisateur de sol en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve après une centaine d'années de traitement à la bouillie bordelaise, on se retrouve avec des sols qui sont dégradés complètement, dus à des concentrations en cuivre qui sont catastrophiques. Moi, je sais que je suis allergique à la bouillie bordelaise, donc je ne l'ai jamais utilisée, ce qui fait que sur mes tomates, sur mes vignes, etc.,
j'utilise beaucoup les purins de plantes. Et ça marche, si on est tout le temps dessus, ça marche très très bien. Pardon? Alors, vous avez le purin d'ortie, mais qui n'est pas le seul. Hein. Vous avez plein de choses qui sont très simples, qui sont à votre portée, comme la prêle. Hein. Alors, la prêle, pas la prêle des milieux humides, mais la prêle des milieux secs. Les gens du coin appellent, les anciens du coin appellent ça la queue de poulain. Ça s'appelle la prêle des champs. Voilà, ou la prêle des champs. Et elle pousse dans des champs très argileux. Vous savez, une ancienne prairie où les chevaux ont couru dessus depuis 15 ans, elle n'a pas été refaite. Enfin, vous voyez, quelque chose de très tassant, de très argileux, mais pas mouillant spécialement. Et elle fait voilà, ça fait comme une queue de poulain, si on veut. Et la prêle est très riche en silice. Et c'est cette silice qu'on récupère qui va permettre au plant d'être plus résistant en fait à l'introduction du mildiou ou de l'oïdium. Vous avez aussi l'ail qui est très important, qu'on trouve dans tous les paniers de la ménagère, c'est facile, hein, vous n'avez rien d'autre, de l'ail. Donc vous faites bouillir l'ail, hein, vous pouvez la faire macérer, mais vous pouvez aussi mettre une casserole d'1 litre, hein, vous mettez une tête d'ail entière quand ça bout, vous attendez un tout petit peu que l'eau se colore, c'est-à-dire 15-20 secondes, vous éteignez, un couvercle dessus, et vous attendez 24 à 48 heures, vous filtrez, et vous avez un produit plein d'alicine. L'alicine, c'est ce fameux produit qui est vraiment antifongique, qui empêche les champignons de se développer. Extrêmement simple. À ce moment-là, c'est plus un purin, c'est une décoction. Alors, dans ce qu'on appelle purin de plante, ça dépend. Alors, un purin de plante, c'est soit une infusion, soit une décoction, soit une macération. Les purins de plantes, on a trop souvent, quand on parle purin de plante comme ça, on ne parle que de la macération. Il n'y a pas que de la macération. Le mot purin de plante désigne ces 3 sortes de préparation, les 3. Donc la lysine, et sinon vous avez aussi le bicarbonate qui est un excellent antifongique, tout simplement, le paquet de bicarbonate qui est vendu en grande surface 3,50 €. Hein. Le bicarbonate, très très bon antifongique, et si vous l'additionnez avec du savon noir, le savon noir va permettre au bicarbonate de rester sur la feuille, de coller sur la feuille, si bien qu'en cas de pluie, il va être rémanent en fait un petit peu plus longtemps. Voilà, donc des systèmes très très simples, hein, qui permettent de... Alors, je reviens sur la prêle. La prêle ne peut pas être obtenue par décoction, parce qu'en fait, il faut la faire bouillir longtemps pour que la silice sorte. Et avec les dehors, hein, dans un bidon, hein, c'est très difficile, il vaut mieux faire bouillir la prêle pour obtenir cette fameuse silice. Voilà. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, j'ai écrit un petit livre sur le sujet, hein, que je vends 5 €. Il est complet. Il présente toutes les plantes qui peuvent être utilisées justement en macération, en décoction ou en infusion. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les pesticides. Je vous rappelle que les pesticides aujourd'hui, je ne vais pas faire de polémique sur la question, mais bon, j'ai commencé mes études par médecine et j'ai gardé tous mes copains qui sont maintenant médecins et en passe d'être à la retraite. Et donc, comme j'étais en études à Caen, j'avais des copains qui ont fait leur carrière à Baclès, c'est-à-dire le centre anticancéreux de Caen, et ils ont travaillé très très vite dans les années 80 sur l'impact des pesticides sur l'agriculteur de la plaine de Caen. Et donc ils avaient un camion, ils venaient voir les agriculteurs qui voulaient bien se soumettre, donc ils allaient, dès qu'un agriculteur avait traité, ils récupéraient un peu d'urine, un peu de sueur, etc. Et ils ont travaillé dessus pendant des années, et j'ai eu la chance de rentrer dans leur labo, parce que j'étais très intéressée par la question, et on voyait l'ADN, ils avaient affiché les ADN, c'est-à-dire donc le contenu du noyau de la cellule, sur leurs salles, et ils me disaient, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais voilà un ADN d'un agriculteur qui vient de traiter, voilà un ADN normal. Et ils appelaient ça un ADN filant, c'est-à-dire qu'on voit le noyau, en fait, comme si il y avait des ponts hydrogène qui manquaient dans l'ADN, comme s'il y avait des liaisons qui étaient labiles, qui avaient disparu. Alors on ne sait pas, on sait que de toute façon ça a des impacts, et aujourd'hui on sait très bien que notre civilisation est une civilisation, je dirais, de cancer, et avec toute l'alimentation que l'on mange et qui est bourrée de pesticides, il y a un impact direct, et un impact aussi direct sur la spermatogénèse, c'est-à-dire la capacité de l'homme à engendrer, hein, puisqu'il y a de nombreux pesticides qui sont liposolubles et qui se retrouvent dans les parties du corps où il y a des lipides. Et les testicules sont un endroit. Voilà.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreuses... j'ai des copines là, qui sont gynéco et qui disent qu'effectivement, les jeunes couples qui veulent avoir des enfants, il y a beaucoup plus qu'avant de jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc on fait un bilan chez la femme, tout va bien, et puis après on fait un spermogramme. Et on s'aperçoit que le spermogramme, eh bien, il y a beaucoup de spermatozoïdes qui sont déficients. Et c'est pas parce qu'il y en a 50% qui fonctionnent que l'homme peut faire des enfants. Non. On ne sait pas pourquoi, mais il faut minimum 85% pour que la femme puisse être enceinte facilement. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Moi je peux vous dire que je me méfie de ces produits carrément. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je ne me suis pas présentée, mais j'ai quitté l'enseignement. J'étais enseignante, donc 30 ans en lycée agricole, et j'ai quitté l'enseignement pour faire un endroit sans pesticides, où je puisse continuer à faire la pédagogie mais active, et en montrant aux gens qu'on pouvait être en autonomie alimentaire sur une petite surface, hein, et sans avoir obligatoirement besoin de pesticides, besoin d'acheter les produits. J'essaie d'être le plus en autonomie alimentaire, mais aussi en autonomie en intrants. C'est-à-dire j'essaie de faire rentrer le moins possible de choses. Alors j'ai l'électricité encore, hein, j'ai ma voiture encore, hein, mais je ne peux pas tout éliminer, mais j'essaie d'être dans la simplicité volontaire. C'est-à-dire j'essaie d'avoir le moins besoin de choses possibles. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, je milite contre les pesticides. Voilà. Et ça fait très longtemps, parce qu'avant j'étais à Haut-et-Rivière de Bretagne, et en 1995, on avait fait un grand colloque à Pontivy, je crois, sur les pesticides en Bretagne, et j'avais fait venir les copains de Caen. Ah oui. Alors, voilà, donc je vais commencer l'histoire de la vigne en Bretagne, hein, c'était une petite introduction, tout ça. Quand vous regardez, vous tapez sur internet l'histoire de la vigne en Bretagne, et ben voilà les vignobles bretons comme ils vous les présentent aujourd'hui, hein, même voilà. Donc on commence donc la région de Nantes, on sait que c'est une région viticole, elle est restée encore région viticole. La région de Vannes est une région chaude aussi, hein, le pays de Redon donc est inscrit. Vous avez aussi le pays de Rance. Hein. Alors vous allez voir les exemples que je vais vous montrer, et vous allez voir qu'à Quimper, Crozon. Alors avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ont un projet que je n'ai pas mis en route. Oui, parce que je n'ai choisi que quelques exemples locaux d'aujourd'hui. Je n'ai pas pris tous les exemples, je n'en ai pris que 4 ou 5, et je m'excuse auprès de ceux qui ont donc un projet et que je n'ai pas mentionné ici. Voilà. Alors, la vigne, depuis très longtemps, vous voyez, moins 5000 ans au Pliocène, on a découvert un fossile qui montre qu'en Ardèche, il y avait une feuille de vigne. Voilà. Hein? Donc, moins 5000 ans. Moins 2000 ans, on est en Égypte. On est en Égypte, et là, l'Égypte cultive la vigne. Hein? En Gaule, on ne sait pas encore si à cette époque-là on l'a cultivée, sûrement pas. Hein? Mais en tout cas, en Égypte, on cultive, et l'Égypte va apprendre aux Grecs. Donc ça commence comme ça. Les Égyptiens apprennent aux Grecs. Moins 600, c'est les Grecs phocéens qui débarquent à Marseille et qui apprennent dans la région de Marseille et tout aux alentours la culture de la vigne. Et la taille, c'était surtout la taille. Ça, ils maîtrisaient déjà la taille à ce moment-là. Donc Égypte, les Égyptiens apprennent aux Grecs, les Grecs apprennent au sud de la France. On est en moins 600 avant Jésus-Christ. Hein. Voilà. Moins de 1000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, donc on cultivait la vigne, vous voyez, et il y a des bas-reliefs qui sont restés, où il y a toutes les étapes de la vigne, hein, c'est très très beau, et on voit de la cueillette, hein, à la fabrication du vin, que l'on met en amphore, et jusqu'à la commercialisation, puisqu'on voit les bateaux qui emmènent ce vin. Donc moins 600 avant Jésus-Christ, les Grecs. Alors Dionysos, le dieu de la vigne, chez les Grecs, et chez ces Grecs, les Phocéens, qui s'installent à Marseille, et qui installent donc la vigne à Marseille, qui apprennent donc aux Marseillais. On arrive donc à moins 100 avant Jésus-Christ. Rome commence à être, enfin Rome pas décadente, oui, on va dire. Les Romains donc qui sont riches, sont des grands amateurs de vin, très exigeants. Alors ce ne serait pas le vin que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt un vin dans lequel on additionnerait des épices, du miel, hein, des vins que peut-être
on ne dégusterait pas aujourd'hui, et on incorporerait aussi des fruits. Hein, voilà. Et ils vont donc, ces Romains, ils vont donc investir la Gaule hein, dans l'épopée gallo-romaine, et ils vont implanter la vigne en France. Et là, je vais parler de la Bretagne, puisque nous sommes en -100, et que, alors, j'ai encore mis une petite diapo, en -100 avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait l'amphore, mais on suppose que c'est vers cette date, puisqu'on a retrouvé un tonneau en Gaule, et on suppose que ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau, et qui l'ont en fait appris aux Romains qui sont venus nous envahir, et ils ont troqué très rapidement le tonneau contre l'amphore, parce que l'amphore était plus lourde, elle était cassante, elle ne se roulait pas, et surtout le vin peut vieillir plus facilement en tonneau, donc il ne s'abîmait pas. Voilà. Donc le tonneau, une révolution, je dirais, dans la commercialisation du vin. Nous sommes en -100, le tonneau, donc on l'a trouvé, voilà, hop, voilà. Et nous arrivons en -73 à Corsol, c'est tout près d'ici. Je vous rappelle qu'en -73, les troupes de Jules César arrivent dans le coin, assez doucement je dirais, puisque Jules César est un fin stratège, et plutôt que d'arriver, de tuer un peu comme l'avaient fait les barbares précédemment, Jules César arrive, propose à nos commerçants le commerce, en leur disant qu'ils ont tout à gagner s'ils sont ensemble. Ils s'installent délicatement. Jules César prévient ses troupes en leur disant « vous ne revenez pas avant 10 ans, donc laissez les femmes ici, vous en prendrez bien là-bas ». Résultat, au bout de quelques générations, très très rapidement, les Romains en fait s'installent ici, ils ont des femmes ici, ils font des enfants, ils restent. Et on sait quasiment de sources sûres à Corsol que les Romains qui sont arrivés ne sont jamais partis. Si bien que ceux qui se sentent purement gaulois ou celtes de la région, ils ont raté. Raté, il y avait les Romains qui sont restés en quoi. Voilà. Alors donc ça a fait en fait un bon mélange, hein, les Romains et les Gaulois, puisque les Romains ont apporté la vigne, ils ont apporté le savoir de la taille, et les Gaulois étaient de très bons cultivateurs, les Celtes étaient de bons travailleurs, et la vigne va donc se développer rapidement. Hein. Donc on suppose que très rapidement, dans la région de Corsol, il a dû y avoir de la vigne. Hein. Mais les Romains ne sont pas fous, et les Gaulois n'ont pas le droit d'avoir de vigne à eux. C'est-à-dire que les Gaulois, ils ont le droit de boire du vin, ils achètent le vin, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de vigne à eux. C'est-à-dire que les vignes restent la propriété de Rome. Ah, voilà. Voilà. Et le vin gaulois, donc, est très prisé à Rome. C'est-à-dire qu'on va donc déjà exporter du vin. Donc j'arrive après Jésus-Christ, en 92, Domitien, qui est un empereur romain, se rend compte que les vignes gauloises commencent à prendre un peu trop d'ampleur à son goût. Il se dit attention, nos vignobles italiens vont être dépassés. Il va donc ordonner l'arrachage de vignes. Alors je pense pas beaucoup au nord de la Loire, mais surtout au sud de la Loire, où les vignobles étaient les plus beaux, hein, puisqu'il y avait un petit peu plus de chaleur. Et au prétexte d'avoir plus de culture de vignes, il ordonne l'arrachage de 50% de toutes les vignes méridionales. Donc là, il va y avoir un retour en arrière, et tout ça pour favoriser les vignes italiennes. On arrive à 200 après Jésus-Christ. Là, on se retrouve avec un autre empereur, Probus, qui lui va encourager à nouveau la vigne. Donc vous voyez, on passe d'époques qui favorisent la vigne et d'autres qui vont la détruire. Lui, à ce moment-là, 200 ans après Jésus-Christ, on est juste avant le début du Moyen-Âge, vous voyez, vous avez un accroissement des vignobles gaulois, particulièrement dans la région parisienne, et d'ailleurs les vignobles parisiens vont rester très très longtemps jusqu'à la Révolution, même après la Révolution, hein, des vignobles importants. Pendant ce temps-là, vous voyez, on est en 200, Rome est en train de cramer, et les Gaulois, les aristocrates gaulois qui commencent à avoir beaucoup d'argent, commencent à se révolter contre Rome, et ils se détachent de cette domination, donc ils commencent à avoir leur propre vignoble. Et on a retrouvé à Donzelle dans la Drôme, alors c'est pas la Bretagne, mais pour vous dire un petit peu l'état des vignes gauloises, à Donzelle, donc, on a retrouvé des vignobles dont le rendement était de 12 hectolitres à l'hectare.
des vignobles de 300 hectares. Donc vous voyez, à l'époque, c'était déjà des grandes unités. Il fallait 150 hectares sur ce domaine. Donc c'était vraiment déjà des beaux domaines. Hein. Voilà. Voilà. Et on arrive en début du Moyen-Âge. Alors là, il va y avoir un facteur très important, la christianisation de la Gaule, et particulièrement de la Bretagne. Que se passe-t-il? Eh bien, la Gaule est celte à ce moment-là. Il y a des ermites irlandais qui vont descendre sur des radeaux avec une pierre au milieu pour tenir le mât. Et ils arrivent sur les côtes nord-bretonnes. Et d'ailleurs, on dira que ce sont des saints très rapidement, puisque 10 ans après, les radeaux restent sur la côte, échoués sur le rivage, le bois va pourrir, il ne restera que l'auge centrale, et on dira qu'ils sont arrivés sur une auge de pierre. Ce qui fera qu'ils sont d'autant plus canonisés. Et ces ermites vont donc participer à la constitution d'ermitages extrêmement dans de nombreux endroits, et toute la Bretagne Nord aujourd'hui, dans la toponymie des noms, on le retrouve tous les mots commençant par plou, Plounévé, Ploumoédec, Ploumagoar, etc., etc. À chaque fois, ça veut dire ermitage 2. Ce qui veut dire qu'en fait, ils arrivaient, ils créaient un ermitage, ils créaient des adeptes, et ils faisaient après une abbaye. Vous voyez, ça c'était, voilà. Et donc une abbaye, ils christianisaient, et petit à petit, ces moines fabriquaient des unités dans lesquelles il y avait de quoi manger, ils étaient en autonomie alimentaire, de quoi se soigner, puisqu'ils connaissaient les simples, de quoi, et ils avaient des vignobles, puisque dans la religion catholique, il faut boire le sang du Christ, et c'est de la vigne, hein, depuis le début. Il leur faut donc pour la messe, tous les jours, pour dire la messe, il leur faut du vin. Le vin était, la communion était encore sous les 2 espèces, aujourd'hui c'est l'hostie seulement, mais à l'époque c'était encore sous les 2 espèces, donc il fallait du vin aussi à servir aux communions. Et en plus, on donnait, il y avait des dons de vin qui se faisaient à la sortie de la messe. Est-ce que c'était pour racoler, pour augmenter la religion? Je ne sais pas, là je ne sais pas. Toujours est-il que les moines, très rapidement, vont se rassembler dans ces unités, je dirais ce sont des unités où on travaille, où les gens, enfin les moines, très souvent vont venir de Gaule, de châteaux, de châteaux, et ils savent donc lire, ils savent écrire, ils savent compter, ce qui fait qu'ils vont mettre dans des registres, ils vont pouvoir faire de la génétique avant l'heure, puisqu'ils vont pouvoir inscrire que telle action est bénéfique, tel autre non, et donc on va pouvoir garder en fait et améliorer les vignobles. Et donc ils vont être vraiment une source d'expansion de la vigne extrêmement importante. Et d'ailleurs au VIe siècle, je vous donne quelques noms: Nantes, hein, Laguerche, Magloire à Léon, hein, Saint-Magloire, Lanvalet, Tréguier, le Val de Rance, Dole, Lampe d'Évennec. Tout cela sont des noms dans lesquels, alors j'ai simplifié, mais à chaque fois on a des écrits qui disent voilà, il y a tel moine qui a donné, ou tel roi qui a donné à l'abbaye de Landévennec telle vigne, etc. Vous voyez, il y a donc des écrits hein, qui prouvent qu'il y avait des vignes dans toutes ces abbayes. Voilà. Donc des vignes omniprésentes. Voilà. Et on arrive au Xe siècle, ce qu'on appelle l'optimum climatique. C'est-à-dire qu'en Bretagne, ici, au Xe siècle, on avait le climat de la Méditerranée. Donc les vins étaient encore bons, même très bons. Là, vous avez, vous voyez, une enluminure qui montre toutes les étapes de la vinification. Et ça a été une époque, si moi je pouvais revenir au Moyen-Âge, à une époque entre le 5e et le 15e siècle, je choisirais sans conteste l'an 1000, puisque c'est vraiment, pendant 100 ans, vous voyez, on va avoir une sorte de paix, entre guillemets, mais qui ne va pas durer pour plusieurs raisons. La première, on va rentrer dans une petite ère glaciaire. Donc, qui dit ère glaciaire dit été pourri. Qui dit été pourri, on n'engrange pas le blé. On n'engrange pas le blé, on a faim, famine, etc. Les fameuses croisades. À partir de 1050, là, on part en croisade. Chaque seigneur part en croisade, emmène 1000 hommes. Au bout de 4 ans, il en revient combien? Une dizaine. Et donc, on va
appauvrir la Bretagne en hommes, terriblement, ce qui fait que les femmes qui restent, si elles peuvent cultiver quelque chose, elles vont cultiver du blé, pas du vin. Donc on va laisser tomber un petit peu les vignes après l'an 1000. Donc voilà, l'an 1000, vraiment, c'est un optimum, je pense, pour le bon vin, le vin qui n'était pas de la piquette. Voilà. Au XIe siècle, donc on va avoir ce déclin de la vigne. Hein. Donc j'ai mis sauf pour le clergé qui lui a toujours besoin du vin. Donc on va garder, je dirais, une vigne d'autonomie alimentaire. Et vous voyez ici, c'est du compagnonnage. Et le compagnonnage, compagnon, c'est avec le pain. Cum, enfin en latin, hein, c'est avec le pain. On partage le pain avec les copains. Les copains, ça veut dire je partage le pain. Et donc vous avez une scène ici où on partage le pain et le vin. Voilà. Donc à partir du XIe siècle, il y a un certain déclin de la vigne au profit de la bière et du cidre. Voilà. Et aussi du commerce, parce que le commerce, les routes vont commencer à être meilleures et on va pouvoir commercer, et surtout par la voie navale. Hein, Lorient, tous les ports de Bretagne vont commencer à faire du commerce. Alors, le clergé a toujours besoin de la vigne, hein, au XIIe siècle, mais seulement le clergé, hein, pour la communion, pour les dons, et pour l'hôtellerie, parce qu'on est beaucoup, je lisais un article sur Léon, tous les jours il y avait une soupe populaire à Léon, au XIIe siècle. C'est-à-dire que vous étiez un pauvre, vous aviez une soupe par jour, offerte par l'abbaye. D'accord? Donc tout ça, ça coûtait, enfin, c'était les dons des... Voilà. Mais n'empêche qu'il y avait une certaine hôtellerie et à chaque fois on offrit un verre de vin. Voilà. Alors on cite au XIIe siècle, pareil, j'ai retrouvé beaucoup d'écrits sur le clergé et la vigne, à l'hôpital, près de l'hôpital Canfroute, hein, au lieu dit Guasqueliou, un Guasqueliou en breton, c'est le pressoir. Voilà. Quimperlé, Ponscorf, Lamballe, Énansal, Plédéliac, Matignon, Lambourla. Et il y a à chaque fois, c'est je lègue ma vigne à un tel, etc. Donc à chaque fois, il y a un écrit très spécifique pour montrer que particulièrement dans les abbayes et les églises, vous aviez un vignoble qui restait et qui était légué. Voilà. On retrouve, vous voyez, Dole, Dinan, Fougères, Montfort. Là, ce sont des crus beaucoup plus recherchés en Bretagne. Donc ce qui veut dire que on avait un refroidissement climatique, mais il y avait encore des crus qui étaient sûrement dans des parcelles où il y avait un microclimat, et on avait encore des parcelles de vignes acceptables. Voilà. On arrive au XIVe siècle, on est presque à la fin du Moyen-Âge, la décadence du vin, toujours parce que le climat continue à devenir de plus en plus rude. On exportait, par exemple Dole était un endroit où on exportait le vin de Dole, et bien ce vin-là on ne l'exporte plus et Dole il n'y en a quasiment plus. Hein, voilà. Les seigneurs de Lamballe, vous voyez, il y a un écrit qui dit que les seigneurs de Lamballe ne veulent plus boire le vin du cru, ils veulent boire du vin d'Anjou et de Gascogne, ils ne veulent plus boire le vin du cru, c'est pour les pauvres. Voilà. Et donc le commerce fait que, eh ben, on favorise l'arrivée de vins plus fins, donc au détriment de nos vignobles. XVIIe siècle, donc on a passé le Moyen-Âge, on est à la Renaissance, et là il va y avoir une nouvelle invention, la bouteille, qui va favoriser le commerce. Bien sûr, ça va être plus facile de vendre le vin en bouteille. Donc voilà des premières bouteilles. Hein. Donc c'est voilà, qui a favorisé le négoce. Et le bouchon. Alors le bouchon va être paradoxalement rapporté par ceux qui sont sur le chemin de Compostelle et qui vont aller dans le sud de la France, dans des régions de Liège, et qui vont rapporter le liège, du chêne liège en fait. Et donc on va adopter ce bouchon qui permet qui permet de garder les vins et qui permet une certaine aération, juste ce qu'il faut, et qui permet au vin de ne pas s'abîmer. Voilà. Et par-dessus tout, au XVIIe siècle, Colbert, qui envoie un émissaire en Normandie et en Bretagne, qui s'aperçoit que le vin est une piquette, parce qu'on a encore, vous savez, on descend encore en température, hein, on est quasiment plus bas, et le vin est une piquette, il ordonne donc l'arrachage des vignes au profit des pommiers. Et donc le pommier normand, le pommier breton n'est pas celte, même si la pomme est là depuis longtemps, mais le fait que nous soyons une région à cidre, cidricole,
vient de cette époque-là, de Colbert. C'est assez récent. Voilà, 1709. 1709, un froid terrible. La mer gèle. Bon, ça, je l'ai vu aussi, hein, la mer gelée, moi, en 62, j'avais 7 ans. Et j'ai vu la mer gelée à Cabourg. Il y avait des gros glaçons. La neige, je ne me rappelle pas, mes petites filles, on m'avait dit, regarde, il y a des glaçons dans la neige. Et ça, je me rappelle de ça. Et donc, 1709, la mer, paraît-il, avait gelé encore plus. Hein. Donc, un froid terrible qui a achevé nos vignobles, hein, ceux qui étaient restés. Hein. Et la Madeleine Noire de Saint-Suliac est sûrement une rescapée parce que les vignes peuvent geler, bien geler. Hein. Mon oncle me disait que dans les années... alors qu'est-ce qu'il y a eu comme hiver très très froid? Non, mais attendez, avant, dans les années 40, il y a eu le 5 juin, le 4 ou 5 juin 43 ou 44, ma grand-mère me dit qu'elle a vu la neige à Angers, enfin sur les coteaux du Léon. Donc il a fait très très froid, ils avaient eu de grosses pertes cette année-là, et ça avait gelé à moins, cette année-là je crois que ça avait gelé à moins 15. À moins 15 à Angers, d'accord, en 62. Et les cèpes sont repartis. Les cèpes sont repartis. Hein. Il y a eu des dégâts, mais les cèpes sont repartis. 1789, la Révolution. Vous voyez, on remonte dans le temps. La Révolution, les biens de l'Église sont morcelés, le peuple en profite, et après tout, le peuple maintenant a le droit au vin qui appartenait plutôt aux riches, et le commerce va s'amplifier. On va boire plutôt un vin de base, je dirais. Hein, ça ne va pas être en faveur de la qualité, mais plutôt de la quantité. Et ça ne va pas s'améliorer dans les années qui suivent. Mais la Bretagne, là, va avoir un renouveau, puisque, d'accord, on n'a plus de cèpes, on n'a plus beaucoup de vignobles, mais par contre, on est des bons commerçants, on a plein de ports autour de nous, et Morlaix est un des gros centres de dispatchage du vin en Angleterre, dans les pays nordiques, et tous nos ports, en fait, en fait, la Bretagne va se retrouver commerçante de vin. Voilà. À défaut d'avoir des vignobles. La qualité du vin à cette époque qui se dégrade, certes, mais à l'époque les cidres n'étaient pas non plus... Ah non, c'était pas de grande qualité. Hein. Non, mais on faisait beaucoup de quantité au détriment de la qualité. Donc j'ai retrouvé un dessin de Léon. Alors là, on ne le voit pas bien, mais il y a une vigne dedans, en fait. C'est une vigne qui est restée quand l'abbaye était encore en ruine, avant qu'elle ne soit remontée. Parce que j'ai eu la chance de travailler à Léon et de refaire tous les parterres pour en faire un jardin médiéval, et particulièrement dans le cloître, on a réinstallé un jardin de Marie, et voilà le cloître, hein. Et voilà l'état, il y a une centaine d'années, il était vraiment en très piteux état, mais il restait une vigne énorme qui n'avait pas été taillée depuis longtemps, mais il y avait une vigne. 18e siècle, le port de Bordeaux est un centre de dispatchage du vin au niveau mondial, hein, et les vins français vont être connus à partir très très connus à partir de cette époque-là. Voilà, une photo, un dessin de Morlaix avec l'ancienne porte des vignes, hein, qui porte bien son nom, puisqu'il fallait rentrer par cette porte et payer un écho pour rentrer. Hein, et voilà. Alors, 19e siècle. Au début du 19e, en 1838, il y avait 400 hectares de vignes dans la presqu'île de Rhuys, pour vous dire qu'il y avait encore des vignobles, et entre deux, on en avait quand même replanté, ou en tout cas, il y en avait qui étaient gardés. On est en 1838. 1850, premier oïdium. Cette maladie n'était pas connue avant. Donc elle s'est introduite par le biais de l'Amérique aussi. Elle viendrait d'Amérique centrale. Donc on chope l'oïdium. 1879, 29 ans après, le mildiou qui arrive. Pareil, les gens ne savent pas ce que c'est. Au début, il y en a qui ont vu que c'était grave, qui ont alerté, mais à ce moment-là, personne n'en a tenu compte. Le mildiou s'est généralisé. Deuxième maladie. 1864, phylloxéra. J'aurais dû intervertir. 1864, le phylloxéra, pareil, hein, le phylloxéra rentre par le biais de l'Amérique, hein, et donc on se retrouve, voilà une feuille phylloxérée. Et donc 3 maladies très importantes dans les années 1900, entre 1850 et 1900 en fait,
3 maladies qui sont les 3 maladies essentielles et dont on se tirera, en tout cas pour le phylloxéra, en rachetant donc des pieds de vigne, des porte-greffes aux Américains qui eux connaissaient la maladie depuis très longtemps et avaient eu le temps d'avoir des pieds de vigne qui ont résisté, hein, puisque la nature est bien faite et toujours, quand il y a une maladie grave, il y a 90% de décimés, mais il y a toujours quelques plants qui deviennent résistants. Et le phylloxéra, après, il descend dans les racines. Alors oui, il descend dans les racines. C'est pour ça qu'il est grave. Vous en aérien, mais oui, il alors, a été surtout sur les racines. je connais un ami qui est du côté de Carcassonne et qui réussit à cultiver de la vigne sans pied greffé, tout simplement parce qu'il est dans un endroit extrêmement chaud et surtout il a hérité d'un domaine, je ne sais plus si c'est médiéval, avec des canons tout autour. Et il a un système très particulier, c'est qu'il inonde ses terres pendant 2 mois l'hiver, ce qui permet à toutes les larves qui vont s'enquister dans le sol à crever. Et avec ce système-là, il tue le phylloxéra. Donc il y a 2 moyens pour arriver à tuer le phylloxéra, soit inonder le terrain, mais vous avez intérêt à avoir de la chaleur à côté, parce qu'autrement les cèpes, ils pourrissent. Oui, c'est vous avez dit au début. Non, c'est parce que c'est un milieu, Carcassonne est un endroit où il fait très chaud, donc ça va très vite sécher. Et pendant les mois où le cèpe n'est pas en culture, où il est sans feuilles, là le pied est inondé et là on tue le phylloxéra. Il fait ça depuis 20 ans. Il n'y a ça pas marche. d'asphyxie racinaire. Et il n'y a pas d'asphyxie racinaire, non. Non, il étudie bien son truc, hein. Je crois qu'il n'inonde que pendant 1 mois et demi. Enfin, il étudie très bien, je n'ai pas étudié ça de près, je sais qu'il le fait. Okay. Un deuxième moyen de lutter contre le phylloxéra, c'est de planter votre vigne dans du sable. Dans du sable, la larve de phylloxéra ne peut pas venir s'enquister dans le sol, parce qu'elle a besoin d'une phase où elle se met dans le sol pour une partie de sa vie, et là dans le sable c'est impossible. Donc 2 endroits en fait qui permettent de ne pas avoir de pieds greffés et où vous pouvez éventuellement avoir une vigne phylloxéra. Donc vous avez vu là en 100 ans, là on s'en est pris un peu plein la figure. Une carte postale du début du XXe siècle à Saint-Pierre-de-Quiberon. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on ne voit pas très bien, mais toute la culture qui est là, en fait c'est une carte postale pour montrer des aliments, et des 2 côtés c'est de la vigne. Hein, donc il y avait bien encore de la vigne à Quiberon au début du XXe siècle. Voilà, alors, les années 1900. Début 1900, on n'a plus rien à cause de tout ça, là, le temps qu'on se refasse, qu'on aille chercher des porte-greffes, enfin qu'on s'en sorte. Fin 1800, on n'a quasiment plus de vignobles. Pourtant, le français aime le vin. Voilà, c'est devenu quelque chose de très démocratique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire venir du vin d'Algérie. On va faire de la quantité au détriment de la qualité. C'est la qualité et on s'en fiche complètement. Donc, il va y avoir des fraudes. Il va y avoir du vin qui va arriver de façon illicite. Et on aboutit en 1907 à la révolte des vignerons du Midi, qui vont faire réfléchir quand même les pouvoirs publics. On arrive très vite en 14-18, où là, les hommes partent à la guerre. Quand on part à la guerre, on fait une culture vivrière, on est d'accord, on essaie de survivre. Donc les femmes ne s'occupent plus des vignes, elles plantent à la place, ou si elles peuvent, elles ne s'occupent que du blé, enfin, on vit, on essaie de survivre, d'accord? Donc on abandonne à nouveau les vignes. On replantera sûrement après, mais on arrive en 1935, où là, face aux fraudes, parce qu'entre deux, il manque vraiment du vin, et bien face aux fraudes, à tous les mélanges qui se sont faits, il y aura création de l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, et en même temps, ils vont interdire de produire au nord de la Loire. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Grapirus, hein, qui est un vin breton un petit peu arrache, qui date de cette époque-là. Voilà. On arrive à 1950, où Ruisse, la presqu'île de Ruisse, avec une espèce de cognac de Ruisse, là, fait effet. Hein, donc ça sera très éphémère, mais ça fonctionnera. Hein, ils vont bien vendre et même exporter. Ils exportent même en Chine, dans les années 1950. Et on arrive en 1956 avec une année de grand froid, où là, on va arracher les vignobles bretons hybrides. Parce que les Bretons, en fait, avec le phylloxéra, au lieu de choisir des porte-greffes, vont choisir des hybrides. Et là, le gouverneur français leur dit les hybrides, il faut les virer.
Et donc, nous, on est obligés d'arracher les 90% de nos vignobles. On arrive en 1980, une petite anecdote, les cafetiers de Rennes vendaient du vin qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc il y avait bien des petites vignes autour de Rennes encore. Après, le haut niveau de Sainte-Thérèse. Ah oui, mais voilà. Donc en 1980, vous voyez des cafetiers qui vendaient leur propre vin, du coin. 1984, donc on rentre dans l'Europe hein, considérablement, et là il va y avoir une AOP qui est un petit peu le pendant de l'AOC, mais au niveau européen pour la qualité. On arrive en 2005 où il y a les premières déclarations de récolte vraiment dans le Morbihan, et on arrive en 2016 où là l'État français autorise à nouveau les autorisations de planter à tous. Hein, ce qui fait que là les gens passent d'une économie, je dirais, familiale, où on a notre petit plan de vie qu'on cache un peu, à une plantation, vraiment, voilà, une plantation. Alors aujourd'hui, la plupart des gens qui plantent le font au travers d'associations, hein, et redonnent pour que la commercialisation ne soit pas un problème. En fait, les adhérents de l'association travaillent et récupèrent des bouteilles. Oui, sur le produit, voilà. Je suis allée sur internet et j'ai regardé carte des vignobles bretons, donc vous voyez, les vignobles, carte des vignobles français, et la Bretagne est complètement mise hors de tout. Voilà, elle ne reste pas dans un circuit commercial, tout à fait. Voilà, donc il y a une association qui s'est faite, voilà, du renouveau breton à la RDB, l'association pour le renouveau du vin en Bretagne, donc pour les 4 départements. Et donc cette levée d'interdiction de produire associée au réchauffement climatique vont permettre d'envisager un renouveau de cette culture. C'est d'ailleurs grâce à leur travail hein, qu'il y a eu des travaux de fait et cette levée d'interdiction au niveau du gouvernement. Alors, je vais vous donner quelques exemples de production de vin que j'ai été visiter, hein, parce que j'avais envie de voir vraiment ce qu'ils faisaient. Donc je suis allée à Quimper, hein, sur les coteaux du Bradem, donc une association, les Amis de la Vigne, qui ont planté il y a quelques années hein, du chardonnay, du pinot noir, et ils ont donc, c'est un système associatif, donc vous voyez là sur la vigne, Thibaut, c'est un cep qui appartient à Thibaut. Voilà, chacun a son cep. Hein, comme ça, il y a une sorte d'appropriation. Et chaque personne de l'association sait que son cep est là et il vient donner un coup de main et puis les bouteilles sont distribuées après à chacun. Voilà. Donc j'ai été très très bien reçue, c'était une après-midi très sympa. Voilà. Alors, ils ont les premières vignes... Vous avez la même chose du côté de Saint-Brice-en-Côte. Oui, mais alors il y a plein d'exemples que je n'ai pas cités, je n'en ai pris que quelques-uns que j'ai existe depuis longtemps. Oui, ah oui. Oui, c'est ça que d'accord. Et il y a d'ailleurs un grand ouvrage qui a été fait sur... Oui, j'ai vu tous ceux qu'il y avait, hein, mais j'ai pris que quelques-uns. En fait, voilà. Les coteaux du Bradem ont été, au départ, aidés par un professeur de Montpellier qui leur a proposé de faire un palissage en lyre. Vous voyez ce palissage-là. Et en fait, aujourd'hui, ils s'en mordent un petit peu les doigts. Parce que vous voyez, l'ensoleillement, quand vous avez le soleil qui donne là le matin, ce côté-là n'est pas ensoleillé. Quand le soleil tourne, alors à midi c'est bon, mais quand le soleil tourne, donc vous voyez, il y a la moitié de la journée, et en fait il y a un ensoleillement moindre. Et donc s'ils pouvaient revenir en arrière, ils enlèveraient ce type de palissage qui n'est pas bon. Hein. Et ils referaient un palissage, comme on le voit, en ligne, pour un ensoleillement maximum. Ils ont des gros problèmes de mildiou et de l'idium, ils sont obligés de traiter, ils traitent. Voilà. Avec des produits, ils traitent. Bon, ça reste une vigne aussi expérimentale, donc moi je ne... J'ai une autre solution pour le palissage, puisqu'on est tous envahis par les chevreuils. Moi j'ai clos mes terrains en 2 mètres de haut et je plante la vigne sur la côté. Voilà. Ah, pas mal. Ah oui, ouais, pas mal. Et là sur la photo, pardon, oui. Et là sur la photo, c'est un pied à gauche et un pied à droite, ou c'est sur le même Non, pied non, vous avez un pied et chaque pied
possède deux, voilà, deux départs, un départ d'un côté, d'un départ de l'autre. Il se disait, comme ça il y aura toujours une partie du plan qui sera au soleil, mais n'empêche que l'ensoleillement à la fin de la journée est moindre. Donc ça, c'est pas à proposer. Hein. Les interventions à l'intérieur sont très compliquées. Ben, ils n'avaient pas l'air de dire, parce que je les ai vus travailler dedans un petit peu. Là, non, c'est vraiment le problème, c'est vraiment le problème phytosanitaire. Et comment c'était qu'ils ne taillent pas, par exemple, tout le côté gauche Bah, écoutez, ça c'est leur, truc. Hein. J'ai vu que chacun, enfin je suis allée visiter plusieurs endroits, et chacun a son petit mode, son petit machin, ses petits secrets, etc. Donc bon. Alors, au Bradon, ils ont récupéré la petite maison qui est juste derrière. Hein. Ils en ont fait un chai où ils vinifient. Hein. Voilà. Et vous avez, photo suivante, les premières récoltes depuis 2009. Voilà, avec un embouteillement, une étiquette un petit peu différente toutes les années. Hein. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. Voilà. Voilà. Et il est bon, hein. Donc, alors, je n'y ai pas goûté. Ils m'ont eux-mêmes donné le ton de leur vin. Il est un peu corsé, on va dire. Mais bon, cette année, peut-être qu'avec l'ensoleillement de cette année, ça va être différent, parce que je vais vous montrer Saint-Suliac. Je l'ai goûté là. J'ai goûté le vin qui venait d'être pressé, enfin qui était à travailler. On a mis le ferment dedans. Je suis arrivée à ce moment-là et j'ai bu un peu. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais c'est toujours sucré au départ. Oui, mais à ce point-là, on est en 13. Hein. Ils n'ont jamais eu. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans la région d'Angers, c'est pareil, ils arrivent à des degrés qu'ils n'ont jamais vus. Ils n'auront pas besoin, parce que d'habitude, on est obligé de remettre du sucre pour favoriser la fermentation. Là, dans la région d'Angers, personne ne va resucrer cette année, c'est pas la peine. Autrement, on va avoir un degré alcoolique trop fort. Et les coteaux du Léon, ils vont être que de sucre maintenant. Ben oui, déjà je sais. Sucrés, C'est déjà ça. Ils sont déjà sucrés. Ouais. Mais il n'y a pas que des coteaux du Léon sucrés, vous avez d'autres vins, il n'y a pas que le coteau. Le coteau du Léon est connu pour son vin sucré, mais il n'y a pas que le vin sucré. Hein, vous avez des rouges, vous avez des blancs secs, vous avez... Il n'y a pas Ici, vous avez des vins rouges. Voilà. Un deuxième, alors la première... Alors, le deuxième endroit où je suis allée, pas très loin de Quimper, donc j'étais sur la route, près de Landévennec. Alors j'ai voulu mettre Landévennec parce que ça a été une abbaye très importante au point de vue viticole, et Saint-Guénolé, donc les amis des coteaux, hein, de Saint-Guénolé, donc à Argol. Donc voilà, pareil, hein, Philippe nous a accueillis vraiment chaleureusement. Et donc là, c'est un particulier qui était au départ donc ingénieur, qui se nomme ingénieur vigneron. Et donc il a fait appel à des amis, et comme il était en retraite, il avait envie de faire quelque chose. Il avait une parcelle de 3000 m² extrêmement bien exposée, plein sud. Ils ont donc tout défriché. Il y a eu un travail énorme de défrichage, parce que c'était vraiment c'était une chaînée étrée. Il y avait du chêne, du hêtre, il y avait vraiment un énorme travail de défrichage. Et voilà. Et ils ont planté sur 3000 m², 400 plants de chardonnay, 200 plants de cabernet rouge, franc, et 200 de gamay. Voilà, il appelle ça un vin de copain. Et donc là, la première récolte n'est pas faite, et sera faite en 2019. Voilà. Mais un beau... Voilà. On arrive aux vignerons de Garot. Alors les vignerons de Garot à Saint-Suliac, donc vous voyez, quand vous arrivez à la parcelle, vous avez ce petit écriteau. Alors une parcelle un petit peu particulière. Alors je vais vous montrer, là la photo n'est pas très grande, mais vous imaginez une parcelle donnant sur la rance. Donc la rance qui va réverbérer, qui va redonner, c'est-à-dire le jour où il y a du gel, elle va faire... Pardon, elle va faire écran en fait, elle va surtout redonner de la chaleur, il ne gèlera jamais là. Et surtout c'est une vigne patrimoniale, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on sait qu'il y avait des vignobles dans le temps. Donc voilà. Alors, donc voilà, donc là ils ont planté du chenin et du rondeau, là, qui est une vigne plutôt d'Europe centrale. Et donc il y a 44 membres de l'association qui s'engagent à travailler 1 heure semaine sur un rang blanc et un rang rouge. Voilà, et donc les vignerons de Garot, alors très sympa, et ils sont situés près de l'Anse des Vigneux. D'accord? Donc là c'est vraiment un site vraiment patrimonial. Voilà.
Donc 2018, ce sera le deuxième millésime. Ils ont fait donc 500 litres de blanc et 280 litres de rouge. Voilà. Ouais. Ils n'ont pas de soucis d'oïdium quand ils sont passés au-dessus de l'eau? Pas plus que ça, non. Ça dépend de la... Non, parce qu'en fait, la parcelle est extrêmement... attendez que je revienne en arrière. En fait, c'est extrêmement chaud. Ça dépend des vents quand vous... Voilà, ça dépend des vents. Il n'y a pas plus d'humidité. Elle est située de telle façon, elle est donc bien sûr plein sud. Mais en plus, elle est située de telle façon qu'il n'y a pas une grande humidité. Ça dépend aussi, il y a des microclimats comme ça qui font que... Moi, par exemple, la parcelle sur laquelle je suis, sur les hauteurs de Pléneuve-Valandré, je ne sais pas pourquoi, mais les nuages passent devant chez moi, mais pas sur. C'est-à-dire que je vois la pluie qui est sur Bréa, hein, je vois jusqu'à Bréa, donc il tombe de la pluie sur Bréa, Binic-Portlic, là, 5 et Portrieux, je vois les nuages, et hop, ça passe devant, et ça file vers l'en bas, mon contour, et je n'ai pas une goutte, vous voyez. Donc il y a bien des endroits qui sont favorisés, qui sont moins humides, et là, cette parcelle-là a l'air d'en être une. Je parlais aussi des brumes, plus que de la pluie. Ah, la brume. Écoutez, ça n'a pas l'air d'être un problème aujourd'hui. En tout cas, le rondeau est quand même un cépage quand même très costaud, hein, puisque c'est un cépage qui vient d'Europe centrale. Donc ils ont choisi, écoutez, a priori, ils n'ont pas de gros problèmes. Quelle est la nature de la roche-mère à Saint-Suliac? À Saint-Suliac, c'est de la caillasse un peu. Oui, il y a du, je ne sais plus exactement ce que c'est comme support, mais il y a du caillou, ça c'est sûr. C'est relativement pauvre. C'est relativement pauvre, hein, c'est pas un gros terrain, c'est vraiment un terrain. La vigne sur des terrains profonds, elle mûrit mal. Alors, parce qu'elle nourrit très longtemps son raisin. Oui, c'est ça. Il vaut mieux une vigne, oui c'est ça, sur des terres à blé, ce que je disais tout à l'heure, hein, la vigne peut être très belle, mais il faut avoir de l'ensoleillement derrière. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà les deux vins de l'année dernière. Hein. Et cette année, je vous dis, ça va vraiment avoir... Je pense que j'ai hâte d'aller goûter. Hein. Je compte aller goûter. Voilà. Donc à Tréfiagat, près de Quimper, chez nous, hein, il y a une Sylvie et une copine à elle qui ont planté 1800 pieds d'une variété du Portugal sur une ferme de 4 hectares. Donc là, j'en sais pas plus sur elle. Mais elle a été citée plusieurs fois. Alors, je ne sais pas, là en ce moment, je crois qu'ils ont des problèmes. Je ne sais pas lesquels. Voilà, donc la presqu'île de Ruisse. Hein. Le maire de Ruisse a envie, pour le tourisme, de remettre en état les vignes de la presqu'île. Et il a fait appel. Il y a 22 candidats qui sont prêts à s'installer comme vignerons à cet endroit. Et le maire, donc, va sélectionner les candidats. Et pour lui, il y a un atout touristique et surtout une remise en route de vigne, je dirais, qui était vraiment du cru, et encore il n'y a pas très longtemps. Pardon, est-ce que les cépages historiques de la presqu'île de Ruisse sont connus? C'est-à-dire? C'est-à-dire que comme il y avait de la vigne autrefois sur la presqu'île de Ruisse, comme vous oui. l'avez raconté, il y avait donc des cépages. Des cépages sûrement particuliers, oui. Particuliers, propres. Oui, mais il doit en rester, mais il en reste peu. Il en reste peu de la... Quand on a vu tout ce qui est arrivé, enfin vous avez vu, hein, le froid, etc., il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait qu'énormément de vignes, 99,9% de la vigne est partie. Il reste bien sûr des endroits où il y a des cèpes qui sont restés de ce moment-là. Ils vont retravailler là-dessus. C'était pour savoir s'ils allaient repartir sur ces cépages-là. Ça, je ne sais pas, parce que d'abord, le candidat n'a pas été choisi, a priori, et donc ça va dépendre aussi de ce que lui va vouloir planter. À mon avis, s'il veut vraiment faire la commercialisation, il va commencer par un cépage qu'on va lui proposer. Ça, c'est sûr. Il ne pourra pas commercialiser, parce qu'en Bretagne, on ne peut pas commercialiser. Oui, on ne peut pas commercialiser, mais la législation, on suppose qu'il y a des jeunes qui s'installent et qui veulent commercialiser. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va avancer. Moi, je pense que la législation va avancer sur le sujet. Dans quelques vignobles bretons que vous connaissez, est-ce qu'ils traitent, comme on voit notamment dans le Loire? Alors, les deux derniers que je vous ai montrés, c'est-à-dire Argol, Landévennec ne traite pas, Saint-Suliac ne traite pas, au minimum, je crois qu'à la bouillie bordelaise. Par contre, le Quimper traité. Oui. Donc ils ont réussi à prendre des variétés qui sont quand même qui sont, voilà, pas trop fragiles. Pas trop fragiles.
Et puis je vous dis, ça dépend du porte-greffe. Il faut vraiment prendre un porte-greffe qui soit peu énergique. Est-ce que l'Auberlin vous dit quelque chose? Oui. Parce qu'il semblerait quand même qu'il ait aussi beaucoup de qualité. Oui, tout à fait. À deux points de vue, d'un Oui. point de vue résistance aux maladies, et d'un point de vue degré de sucre, donc d'alcool probable, Tout à fait. et notamment dans des régions où on n'a quand même pas l'enseignement de la Loire. Il faut faire des essais, hein, je crois que là, ça va il a être... toutes ses chances quelque part. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'actuellement il fait un vin naturellement à 16 degrés. C'est ça, c'est ça. Ah, ça Oui, non, c'est un... Oui, oui. Pour la législation, ça pose pas de problème. Pour la commercialisation, Il n'y a pas le droit de 12 degrés, non? 14 degrés. c'est 14, c'est ça. 14. 14. Ouais, il est autorisé. Un autre projet à Groix, Elles sont d'autres, non? ferme de porcs poustiques, hein, donc un jeune, là, Mathieu et Noémie, qui vont planter, ils n'ont pas encore planté, hein, le premier hectare va être planté là en 2018. Ils ont un projet sur 5 hectares en plantant 1 hectare tous les ans pendant 5 ans. Chenin blanc, Chasselas, Madeleine Noire. Et donc la première récolte se fera en 2023 et pour ne pas se casser la figure sur leur ferme, ils font du cidre actuellement qu'ils commercialisent. Et en fait, ils vont diminuer leur commercialisation de cidre pendant que la commercialisation de vin va augmenter. Et voilà, et donc parallèlement, ils sont en train de... Ils vont ouvrir une chambre d'hôtes, ils ont des animaux, enfin voilà, ils essaient de faire une sorte de polyculture élevage pour... voilà. Mais ça, leur parcours est intéressant, hein. Mathieu donc, a fait un BTS œnologie, et Noémie, son père était viticulteur, donc bon, ils connaissent un peu la poloche. Donc après, il faut se mettre... et puis après, il n'y a pas que la plantation, après il y a la vinification, hein. Il y a tout un savoir-faire derrière, hein. Je leur souhaite bien du courage. Parce que je parlais beaucoup avec mon oncle, là, bon, il a été viticulteur pendant 50 ans, hein, et il est né dedans, puisque mon grand-père était dedans, mon arrière-grand-père était sur les mêmes vignobles. Et je lui posais certaines questions sur la vinification, et il me disait, bah là, on n'est pas sûr, j'ai fait ça, mais je n'étais pas sûr. Vous voyez, chacun donne sa petite note. Hein. Donc voilà le terrain à Groix, hein, sur lequel ils vont s'implanter. Ouais, donc c'est un terrain un peu rivé. Hein. Bon, il va y avoir une hygrométrie importante. Hein. Là, je leur souhaite. Hein. Là, il va falloir de l'enseignement. Hein. Voilà. Donc à Saint-Jouan-des-Guérets aussi, Édouard Casal. Alors ça, je ne sais pas où c'en est. Hein. Il projette aussi de planter 2 hectares de vignes. Hein. Il compte aussi sur le même embouteillement. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est en projet. Sur un terrain extrêmement minéral, beaucoup de cailloux. Hein. Et le champ sur lequel il s'installe s'appelle les Longues Vignes. Donc pareil, vous voyez, c'est vraiment des terrains qui étaient faits. Donc avec un ensoleillement meilleur, comme on en a aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on peut éventuellement... voilà. Il travaille lui aussi, il travaille avec Rennes 2. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez l'impact des embruns sur ces plants de vignes? Non, non. Non, je ne connais pas l'impact des embruns. Mais de toute façon, ce n'est pas les embruns qui vont être importants. Enfin, j'essaie d'avoir une réponse au feeling. C'est pas l'embrun, la partie salée ne va pas donner grand-chose sur le... Ça va être l'humidité, l'hygrométrie surtout. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais à travers ce document, vous réalisez que le mildiou n'est arrivé qu'il y a une centaine d'années. C'est une maladie extrêmement récente. Hein. Donc quand on est dessus sur une vigne, moi c'est ce que je fais. Hein. J'ai deux grandes vignes de vin de table. Donc j'ai celui-là, la Muscat de Hambourg, et je les ai implantés en 2005 quand je suis arrivée sur mon terrain. Et je dois dire que pour être sûr d'avoir beaucoup de raisins et pas de problème, je les ai mis en serre. Donc j'ai un Muscat de Hambourg et j'ai un Chasselas dans l'autre serre. Donc j'ai 200 kg de raisins de table. Parce que ça vient tout seul. Les images que vous avez montrées, c'est vraiment des vignes en bordure de mer. Oui. Oui, mais je vous dis, ça dépend des microclimats et quelquefois il y a des endroits où l'humidité ne vient pas et il y a un vent. C'est par rapport au sel. Vous savez, ah oui, par rapport au sel, vous savez, la plupart, là, c'était des anciens vignobles. Je vous assure que si c'était des vignobles dans le temps, c'est que c'était choisi. Et ça, la partie hydrométrie est la même. Et sur la Méditerranée, là, vers Portbou,
terre espagnole, la vigne elle est chute à la plante de la mer. Ouais. J'ai connu un temps, j'ai connu un velette, je monte ça dans les coteaux, quelqu'un qui faisait sa propre vigne, il faisait des mousseux avec ça. Il faisait du mousseux. Voilà. Ouais, Il était bon. Donc voilà un petit aperçu de la vigne en Bretagne pour vous donner un peu l'envie et surtout d'avoir ne serait-ce qu'un plan chez vous, un bien exposé. On a toujours une petite place chez soi avec un vin de table. Commencez par un vin de table. C'est du vin de table. Oui, il est sucré, il est fait pour. Oui, c'est comme la pomme les pommes à cidre et les pommes. Le Chasselas doré de Fontainebleau. Chasselas doré de Fontainebleau était une merveille. Chasselas doré, je l'ai mis en photo. Le Chasselas doré de Fontainebleau, il est en photo. Voilà, c'est le voilà le Chasselas doré de Fontainebleau, c'est lui. L'avantage sur le Hambourg, c'est que les grains mûrissent presque en même temps. Voilà, c'est ça. Parce que le Hambourg, il est pénible. Accueillir. Il faut vraiment, moi j'y vais avec les petits enfants, on prend les tabourets, et je leur explique qu'il faut prendre grain par grain, mais par contre, on a un échelonnage, je dirais, de la cueillette qui est intéressant. Mais bon, il faut prendre le temps, quoi. Parce qu'il existe des vignes qui sont plantées dans des murs, personne ne s'en occupe, elles sont jamais malades. Oui. Alors, on ne sait pas vraiment quel type de cépage. C'est parce qu'elles sont naturellement résistantes. Hein. Bah oui, tout simplement. Tout simplement. Oui. Oui. Maman a un pied de vigne, maman a 94 ans. La vigne n'a jamais été malade. Jamais, jamais, jamais. Bah, il faut faire de la bouture. Hein. Ouais. Passez-en à tout le monde. Hein. Moi j'en veux bien d'une bouture. Hein. J'en veux bien d'une bouture. Non mais quand vous taillez la vigne, ne jetez surtout pas, donnez-le. Parce que ça c'est des merveilles. Si on veut bénéficier d'un sucre en avancée, vous prenez la vigne juste dessus, on n'a pas les inconvénients de la pluie et il mûrit bien. Est-ce que vous connaissez la revue Fruits oubliés? Oui, depuis... oui. Bon, la dernière merci, revue, c'est gentil. la dernière revue est pas mal. Donc il y a un DVD qui est sorti, qui s'appelle Ah oui, ouais. Avec le Noah et le... La vigne aussi, une chose qui est très bien, moi je l'ai faite de mon chez moi. J'ai mon garage, j'ai remplacé des pieds de tôle pourris par des tôles transparentes. La vigne à l'extérieur, un petit coup en bas et une dedans. Ouais, bah oui. Et la vigne, elle est excellente, j'ai pas tout. C'est à Saumur, le vin de l'hôpital de Saumur, l'ancien hôpital de Saumur, où c'était des murs, avec le pied de vigne au nord, la vigne traverse le mur et la vigne se retrouve au sud. Par rapport au bouturage, c'est comme les pommes, on perd la qualité ou on peut bouturer un chasselas qui a été greffé? On peut bouturer, seulement vous pouvez attraper les maladies après. Il n'est pas exempt de phylloxéra. Vous pourriez réattraper ces maladies-là, mais bon, il faut essayer, surtout quand vous avez il faut bouturer, parce que justement, vous n'avez pas de protection avec le porte-greffe américain, mais on retrouve, là, ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez à tout le monde des branches de votre vigne. Moi, je suis preneur. Vraiment, vraiment. Je troque contre autre chose, contre des légumes anciens. Il y a du phylloxéra actuellement en Bretagne? Actuellement, non. Pas fort, hein? Non. Bon, c'est vite revenu. Hein. Faut faire attention. Voilà.